Dans les années 90, la guerre de l'audience a vu s'affronter TF1 et la télévision publique sur les programmes de reality show. Le départ d'André Rousselet a ébranlé Canal+, et l'arrivée de Jean-Marie Messier a annoncé une ère nouvelle pour la télévision à péage. Les premières batailles dans la guerre des bouquets satellites opposant TPS et CanalSat, puis la démission de Jean-Pierre Elkabbach de son poste de PDG du service public, n'étaient pourtant que le prélude à de nouveaux combats. Au début des années 2000, Jean-Marie Messier se prépare à conquérir le monde, pendant que TPS et Canal+ se battent pour les droits du foot. Bientôt, TF1 et M6 vont se défier à coups d'émissions de télé-réalité. Pendant ce temps, le service public fait le pari de la TNT. Mais pour l'heure, à Canal+, on rêve de victoire. Pour faire partie du club très fermé des multinationales de la communication, il est impératif pour Canal+ de prendre le contrôle de l'un des grands studios américains qui domine le marché. En juin 2000, l'opportunité se présente lorsque le patron des studios Universal, Edgar Bronfman, vient à Paris. L'étincelle qui va amener toute l'aventure, elle vient d'un jour où je passe voir Messier et il me dit « Réfléchis un peu, dis-moi 2-3 sujets que je pourrais discuter avec Bronfman. Là, je dois le voir, je dois prendre un petit déjeuner. On me dit qu'il serait peut-être vendeur d'une partie d'Universal. Qu'est-ce que je peux discuter ?» Et la première réunion, Edgar, presque dans la première heure, dit à Messier « Ça doit rester secret, mais oui, je suis prêt à ce qu'on discute d'une fusion totale. » Les négociations commencées à Paris se poursuivent aux États-Unis. En professionnels du marketing, les Américains vont mettre en marche une incroyable machine de guerre destinée à éblouir leurs investisseurs potentiels. Chaque fois que quelqu'un d'Universal rencontre quelqu'un d'important, il doit noter ses goûts. Donc dans l'avion, si vous aimez les filles aux yeux verts, il y aura une hôtesse qui portera les verres de contact verts. Si vous aimez le rousse, elle sera rousse. Si vous aimez le pastrami, il y aura pastrami. Si vous aimez le vin blanc, il y aura un morceau. Et vous arrivez. Ils descendent, ils viennent vous chercher avec les énormes limousines, la limousine pour les bagages, la limousine pour vous. Et ensuite, on va dîner. Et comme par hasard, à ce dîner, vous allez tomber sur Sharon Stone, vous allez même tomber sur Clint Eastwood, si vous aimez Clint Eastwood, etc., qui sont convoqués par les studios, passent dans le restaurant, et ils sont convoqués, ils viennent. Et vous ressortez de là, ébloui, prêt à faire des chèques pour aider cette pauvre industrie du cinéma américain. Mais avant de concrétiser son alliance avec Universal, Canal+ va devoir obtenir l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour modifier l'équilibre de son capital. Hervé Bourges, président du CSA, va imposer une charte destinée à protéger l'indépendance de Canal+ au sein du futur groupe. En protégeant Canal, on pensait avoir l'accord de Pierre Lescure. Je l'ai pris à part pendant les discussions. Je me souviens un matin dans l'ascenseur du CSA, en lui disant « Pierre, on est là tous les deux en tête à tête, nous allons tout faire pour sauver l'autonomie de Canal, mais aidez-nous, montrez que vous n'êtes pas d'accord avec Messier. » Il m'a dit « Mais moi je suis d'accord avec Messier, c'est moi qui ai proposé cette fusion et c'est moi qui ai amené Universal à Messier. » Le 20 juin 2000, Jean-Marie Messier annonce la fusion entre Vivendi et Universal. C'est la naissance d'un poids lourd mondial de la communication, celui que l'on va désormais appeler J2M, Jubile. On est parti pour 20 ans de plaisir. C'est là que ça devient génial. TCI, Canal et la Générale d'Images montent multithématique et Canal s'associe à National Geographic pour lancer Explore International. À ce moment-là, tous les deux, Messier et Lescure, sont saisis par l'ivresse. Une espèce d'ivresse. On est les rois du monde. On les accueille à Hollywood. Ils sont l'un des players, l'un des joueurs majeurs de Hollywood. Il y avait cette ivresse totale. Nous, on continuait à dire, mais attention,
Si tu es patron d'Universal, il faut que tu ailles être installé à New York, à Los Angeles ou aux États-Unis. Tu peux pas accepter d'être et patron de Canal et patron de... Ça peut pas marcher. J'ai la chance professionnellement, sans l'avoir volé, en ayant bossé avec des centaines de gens à Canal, de me trouver dans cette situation. Je vais pas pleurer. J'ai pas vendu mon âme, et encore moins celle de mes collègues et collaborateurs, pour aller à Hollywood. Vous trouverez pas 3 photos où je fais le malin à Hollywood. C'était pas mon truc. Ce n'est pas le cas de J2M. Parti à la conquête de l'Amérique, il s'installe au cœur de New York, à Manhattan, dans un loft de 500 mètres carrés et s'affiche avec des stars de cinéma. Il a changé physiquement, il a eu une habilleuse, un coiffeur, enfin, il a fait tout ce qu'il a voulu de son corps, mais bref, il changeait. Et où je me suis bien planté, c'est que j'ai toujours pensé que son extraction provinciale, modeste, et dans ma bouche c'est positif tout ça, où il était un produit brillant de la méritocratie à la française, il avait bossé. Je me disais, il y a un moment, il va s'arrêter, il va se dire, je vais pas tout foutre en l'air, j'ai 42 ans, je viens de ramasser une telle mise, je vais m'arrêter. C'est là que je me suis planté. Il n'était plus dans la raison. Là où il y a eu la perte de contrôle absolu, c'est quand on est rentré dans la bulle Internet et que plus personne ne parlait le langage de notre métier. Celui qui parlait réel était considéré comme un vieux crouton. Il dit, attendez, à un moment, il faut quand même soigner nos abonnés. Mais non, c'était de la vieille économie. Ah bon, excuse-moi. Et la nouvelle, ah oui, ben on vient d'acheter un site de vente de diamants en ligne. Ah bon? Ou tiens, on vient d'acheter un site pour retrouver ses chiens perdus. Ah bon? C'était plus nous qui choisissions nos investissements. Il fallait énormément de fric, mettre énormément de fric pour accompagner tous les investissements Internet de Messier. Je rappelle qu'ils nous avaient obligés à mettre 50, chaque fois qu'ils faisaient un investissement Internet, Canal+ devait en mettre 50%. À Canal+, la trésorerie explose. Il faut réaliser 400 millions d'euros d'économies sur 2 ans et un plan social prévoit 217 licenciements. Pour Messier, c'est Pierre Lescure et son équipe les responsables de la mauvaise gestion. Canal comme télévision à péage, on y croit. Et on y croit sur l'ensemble de l'Europe. Il y a par contre des difficultés de résultats aujourd'hui de Canal+, qu'il faut avoir le courage d'évoquer, parce que sinon, et si Vivendi Universal, face à ces difficultés financières, n'avait pas soutenu Canal+ depuis 2 ans sur le plan financier, combien de salariés de Canal+ auraient déjà perdu leur fiche de paye? Messier, ses collaborateurs n'ignoraient pas les difficultés de l'intégration de tous ces pays dont nous avions acquis les marchés, et singulièrement l'Italie. Sauf que, il y a un moment où Vivendi pouvait couvrir, et il y a un moment où Vivendi ne pourra plus couvrir. Sur les 6 milliards d'euros de pertes qu'annonce Canal+ en 2001, 4 milliards viennent de la filiale italienne Telepiù. Or, c'est Michel Toulouse qui à cette époque la dirige. Il y a eu un empirisme qui nous a caché beaucoup de choses pendant trop longtemps. Un empirisme dans la gestion, pensant, Michel Toulouse entre autres, c'est comme ça qu'on a divorcé après 15 ans d'amitié et de collaboration intime, Michel pensant qu'il y a un moment où on allait retrouver l'accélération et l'espèce d'effet de boule de neige qu'on avait connu côté abonnement en France et en Espagne. La gestion de Michel Toulouse est mise en cause. Pierre Lescure lui demande de partir. Tout ça s'est passé dans des conditions très désagréables. On était écoutés, on ouvrait nos comptes en banque, on vidait nos ordinateurs, pour essayer de trouver des fautes professionnelles pour pouvoir nous virer plus facilement. C'était une atmosphère de fin de règne, une atmosphère de décadence, comme tout pouvoir qui est en train de mourir. Non mais sans déconner, il y a peut-être des survivants. Vas-y, rame. Début 2002, Pierre Lescure se retrouve seul face à Messier. Les hostilités commencent lors d'un conseil d'administration de Vivendi Universal. C'est J2M contre Lescure, chacun a sa stratégie. Messier a donc présenté les comptes de Vivendi en disant « Vivendi Universal va mieux que bien ». Dans l'heure qui suit, il fait une conférence call avec 240
analystes et investisseurs. Et là, ils nous désignent comme le vilain petit canard. Et nous, on répond dans un mail aux salariés en disant ce que Messier affirme dans la tribune et aux analystes en disant qu'on est le vilain petit canard et qu'il nous faut 1 an pour remettre tout d'aplomb, il sait très bien que ça n'est pas possible. C'est le temps des soupçons. Pour J2M, Lescure est à l'origine d'une série d'articles du Monde sur la mauvaise santé financière de Vivendi Universal. C'est l'occasion d'une dernière entrevue entre les deux hommes. Ambiance hostile. L'appariteur me dit « Montez, monsieur Messier vous attend ». Donc je monte et j'ai le monde sous le bras. Et il me dit « Ah ben voilà, tu as le monde sous le bras. Tu vois, les sources parlent, je sais que c'est toi qui es à l'origine de toutes les unes du Monde. » Et je sors le Monde, et effectivement, il me dit, fais pas semblant de découvrir. C'est incroyable, quoi. Et c'est le fond du truc. J'ai trahi. Le 16 avril 2002, Pierre Lescure, soutenu par tout le personnel de Canal+, est purement et simplement limogé par le conseil d'administration de Vivendi Universal. Celui-ci, malgré une situation de plus en plus confuse, garde encore sa confiance à Jean-Marie Messier. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis de moi. Il y avait une crise de management, il était nécessaire de la résoudre. L'arrivée de Xavier Couture à la tête de Canal+, c'est l'arrivée d'un professionnel de l'audiovisuel qui aime cette chaîne, qui respectera son intégrité, sa liberté éditoriale et l'ensemble des engagements pris devant le CSA. Xavier Couture, le successeur de Pierre Lescure, c'est le directeur de l'antenne de TF1, un transfuge du camp ennemi. Le jour de son arrivée, des photos de Lescure jonchent le sol. Je ne marche sur aucune d'elles, mais enfin, la symbolique est là, elle est forte. Et il était convenu, j'étais au courant, que je sorte dans un silence absolu. Il est, je sais pas quelle heure, midi et demi. Ça commence à pleuvoir, les projectiles de toutes sortes, les stylos, les machins, les conneries, les bouteilles d'eau, bref. Jusqu'au moment où j'entends un bruit sourd derrière moi, et c'était un colosse, pauvre garçon, je sais pas ce qu'il est devenu, qui était un garde du corps qui était là, qui était un grand type, un black immense, qui était derrière moi, et qui avait reçu un cendrier sur la tête en verre, qui saignait derrière le crâne. Je lui disais ça va, et lui il me disait foutez-moi la paix, montez dans la voiture, disparaissez, ça va les calmer. Le 3 juillet 2002, à son tour, Jean-Marie Messier quitte la scène, lâché par un conseil d'administration affolé. L'action a perdu 85% de sa valeur en 2 ans et demi. Je suis fier de Vivendi Universal et je suis fier de cette équipe. Messier parti, les actionnaires agissent dans l'urgence. Il faut sauver ce qui peut encore l'être de l'empire qui s'écroule. Le nouveau président du conseil d'administration, Jean-René Fourtou, va faire d'un nouveau venu le patron de Canal+. Changement de casting, Bertrand Méheux, ce n'est pas un homme du sérail, c'est comme à TF1, un ingénieur venu de l'industrie chimique. Il m'a semblé que le challenge était passionnant parce que Canal+ était en difficulté et en revanche avait des atouts considérables, en particulier son grand nombre d'abonnés et dans certains domaines la qualité de ses programmes. Donc je n'ai pas hésité très longtemps. Ouais, j'arrive. Ceux qui avaient une vraie volonté de défendre Canal, de le redresser, finalement étaient prêts à me suivre, non pas à cause de ma personne, mais parce que, enfin, entre guillemets, et sans prétention aucune, quelqu'un arrivait pour s'occuper vraiment de la société. Fini les rêves de gloire, on revient aux fondamentaux d'une chaîne à péage, acquérir des programmes et les vendre aux abonnés. Pendant l'aventure américaine de Messier, la bataille pour les droits essentiels, ceux du cinéma et surtout ceux du sport, s'est intensifiée. Négocier les droits du foot, c'est le prochain challenge du nouveau patron de Canal+, Bertrand Méheux. Et c'est pour vous. La grande force de la télévision à péage, c'est le cinéma et le sport et surtout le football, le sport collectif le plus populaire de la planète. Avant, pour sa diffusion, il n'y avait que Canal+, désormais il y a un autre acheteur, TPS, le nouvel opérateur satellite créé par TF1, M6 et France Télévisions. Les deux opérateurs vont s'affronter sans merci pour acquérir les droits du foot. C'est le début d'un feuilleton qui va durer plusieurs années.
Passe devant là, Darche, après tu iras frapper. Passe devant. Le football, c'est du direct. Il y a une séquence à l'instant que ça se joue. Donc évidemment, le droit football de la première division dans chaque pays d'Europe est un droit majeur, premier, seul à la limite, qui peut assurer une valeur à une offre de télévision payante. Donc grosse bagarre sur le foot. Tout commence en 1999. La Ligue de football professionnelle, qui veut faire monter les prix, met aux enchères les matchs du championnat de France. Chaque diffuseur doit faire une offre sous pli cacheté. On a fait une offre importante, 1 milliard de francs, pour 3 ans. Et je crois que Canal avait sous-estimé notre puissance de feu et était aux environs de 700 millions de francs pour 3 ans. Donc on était très largement au-dessus. À l'ouverture des enveloppes, grosse gêne des dirigeants de la Ligue. Ils se préparaient tranquillement à prolonger des accords avec Canal+, et voilà que TPS fait l'offre la plus élevée. Le président de la Ligue de football avait une conception tout à fait particulière qui lui était personnelle de l'arithmétique. C'est-à-dire que quand vous additionniez les prix qu'on avait mis et que ceux qu'avait mis Canal, on était de très loin au-dessus. Mais d'après la logique de l'arithmétique de la fédération de l'époque, de la Ligue de l'époque, on était au même prix. Enfin, on faisait la même chose. Puis, enfin, le problème était simple, il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous, on arrivait, on était de nouveaux venus et ils n'avaient pas envie de nous. Canal tenait toute la Ligue parce que tous les présidents de club étaient habitués à travailler avec Canal, il y avait des relations d'amitié depuis longtemps. Tout ça, c'est 15 ans de vie commune. Donc vous ne changez pas votre économie, la géographie politique de votre économie comme ça. Surtout quand TPS à l'époque a, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'abonnés, mais c'est sans commune mesure avec Canal. C'est toute l'histoire de notre bras de fer avec le lait. Ils rêvent de tuer Canal, mais on ne tue pas 4,5 millions d'abonnés, ça ne tient pas debout. Furieux de cette tentative de manipulation, Patrick Lelay menace de saisir les autorités de la concurrence. Pour Canal+, perdre le foot serait un véritable séisme et le risque est réel. La Ligue propose un compromis, Canal+ renonce à son exclusivité et partage les matchs de première division avec TPS. Ça ne nous fait pas plaisir, mais on est amené à laisser une part du gâteau à TPS. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un long procès. Et donc on s'est arrangé, on a fait un accord béni par la Ligue, que la Ligue a dit qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente et on a trouvé un arrangement, ce qui nous a fait rentrer dans le football pour pas cher. Fin du premier épisode, chacun sort la tête haute. Au passage, la question des droits du foot dans TPS vient de révéler les premières divergences entre Patrick Lelay et Nicolas Taverneau, le patron d'M6. Ce dernier n'avait aucune envie de gagner la bataille du foot à un prix qu'il jugeait trop élevé. Nous étions challengers dans la télévision à péage, donc il fallait agir comme un challenger, et de ce point de vue-là, on a eu parfois des divergences tout à fait stratégiques, entre TF1 qui a une culture de leader et qui voulait investir au maximum tout de suite et très cher, et nous qui disions il faut avoir une stratégie plus souple, plus astucieuse, de façon à arriver avec une montée progressive. Si on avait pris le foot à ce moment-là, à ce prix-là, on serait en faillite. 2 ans plus tard, en 2002, nouvel appel d'offres. Cette fois, c'est Canal+ qui fait l'offre la plus élevée. 480 millions d'euros par an. Aussitôt, TPS la conteste. Mais la Ligue a un nouveau président, Frédéric Thirier, avocat au Conseil d'État. Il va tenter une conciliation auprès de Patrick Lelay. Qu'est-ce que j'ai fait? Des choses toutes simples. J'ai essayé d'abord de rapprocher les points de vue. Et un samedi matin, je me suis rendu à son domicile pour lui proposer une répartition amiable entre les deux opérateurs qu'il n'a pas accepté. La discussion s'est arrêtée là. Je lui ai fait un café avec sa machine Nespresso parce qu'il m'a dit qu'il ne savait pas la faire marcher. Moi, je lui ai donc fait un café et nous nous sommes séparés. Patrick Lelay épiloguera ainsi sur leur rencontre. La seule chose que Thirier ait su faire, c'est faire marcher ma machine à café. Malheureusement, il n'y a pas eu de transaction possible, d'accord possible entre TPS et Canal. La Ligue, alors, a fait son devoir. Elle a attribué à celui qui avait mis le plus, Canal, et il y a eu un contentieux. TF1 porte plainte devant le Conseil de la concurrence pour abus de position dominante. Résultat, l'attribution des droits à Canal+ est gelée. Le partage entre TPS et Canal est prolongé pour 2 ans. Comme toujours dans la vie, on profite d'un revers ou d'une
d'une défaite lors d'une bataille pour gagner la guerre. C'est ce qu'on a fait, puisque en 2004, les enchères sont montées bien au-delà de ce qu'elles étaient montées en 2002. Et c'est ça qui compte, finalement. En 2004, Frédéric Thirier obtient du ministère de la Jeunesse et des Sports qu'un décret ministériel accorde l'exclusivité des droits du foot à un seul opérateur. À présent, prendre tout le foot, c'est possible. Et c'est ce que veut Bertrand Méheux, le nouveau président de Canal, qui a fait de cette conquête sa priorité. Cette bataille sera encore plus âpre que les précédentes. Chaque compétiteur garde soigneusement secret le montant de l'offre qu'il va faire. Donc on est obligé de travailler de manière très secrète. Je ne connais pas un général qui va dévoiler son plan de bataille dans une conférence de presse la veille d'envoyer son aviation. Et je sais très bien, pour bien connaître aussi le fonctionnement de nos amis, aussi bien de Canal que du groupe TF1, que chez eux, c'est exactement pareil, et peut-être même encore plus secret, puisque parfois il n'y a qu'une personne, voire deux, qui sont au courant. Le culte du secret va jusqu'à laisser penser que certains peuvent avoir accès ou à vos documents ou à vos conversations téléphoniques. J'ai beaucoup de mal à le croire, mais dans l'hypothèse où je n'aurais pas raison, bon, j'ai été très, très prudent. Notre préparation en interne a été très très confidentielle, en évitant toutes sortes de documents ou d'échanges entre nos équipes, de telle sorte que les chiffres finaux ne puissent être connus que par un très très petit nombre de personnes. Il fallait évidemment qu'il n'y ait aucune fuite. Et donc, quand je demandais à Patrick Lelay, à votre avis, est-ce qu'on met un peu plus sur le lot 1, sur le lot 2 ? Il me dit, écoutez, je m'en parle même pas à moi-même devant ma glace de peur qu'il y ait une fuite. On avait quand même bien compris à un moment qu'on n'aurait plus de football parce qu'il fallait mettre des sommes qui, pour nous, étaient très au-delà des capacités qu'on pouvait supporter. Et qu'à ce moment-là, notre intérêt, c'était quand même de leur faire payer le maximum. Donc chacun a fait de l'intox, si vous voulez. M6 met à contribution ses alliés allemands en faisant débarquer à Paris les représentants de son actionnaire principal, le groupe Bertelsmann. Nos actionnaires sont venus à Paris pour être présents au moment de la remise de l'offre. Et ils habitaient le Georges V. Et en remontant du Georges V au 50 avenue des Champs-Élysées, nous avons croisé un collaborateur du groupe Canal+, et à qui j'ai présenté avec beaucoup de plaisir le patron d'RTL Group, le directeur financier d'RTL Group, et j'ai vu dans son regard, je ne sais pas si ça s'est joué comme ça, j'ai dit, là, TF1 et M6 jouent sérieux parce que les Allemands sont en ville, et donc s'ils se sont déplacés, c'est pas simplement pour faire une offre factice. Et donc probablement que ça a incité, mais je ne l'ai jamais vérifié, le groupe Canal+ à faire une offre sérieuse. Est-ce que nos adversaires ont tenté de nous induire en erreur sur le niveau auquel ils auraient misé ? C'est possible. J'avoue qu'à ce sujet, nous avons absolument fermé nos oreilles et on a développé notre stratégie avec notre connaissance de nos abonnés, du développement de Canal, parce que nous étions conscients qu'il pouvait y avoir des intérêts à nous induire en erreur sur de fausses informations. On a fait des hypothèses d'augmentation du nombre d'abonnés à Canal+, on a fait des hypothèses de réduction de nombre d'abonnés chez TPS, et tous ces calculs économiques et les perspectives que l'on avait m'ont amené à fixer ce chiffre de 600 millions d'euros pour l'exclusivité de la totalité du football. C'était un peu au-dessus de mes prévisions, je le reconnais. Je m'attendais à un chiffre entre 500 et 550. Disons 550 fourchette haute. Nous avons été à 600. C'était une bonne surprise, mais une grosse satisfaction. Est-ce que c'était un coup de poker, comme certains l'ont dit ? Très franchement, je ne le pense pas. Ce n'est pas un coup de poker. C'est un choix stratégique bien réfléchi. 600 millions d'euros, ça n'est pas un jackpot. Vu du côté Canal, c'est d'abord un calcul économique parfaitement sensé, raisonnable, raisonné et calculé. Vu du côté du football, c'est simplement, il faut que les gens le sachent, une mise à niveau du football français par rapport à nos concurrents européens. Ni coup de poker, ni jackpot, mais l'écrasement pur et simple de l'adversaire. Pour 600 millions d'euros par an, soit 1,8 milliard d'euros pour 3 ans, Canal+ rafle l'ensemble du championnat de France. Tout le monde s'est dit, ça va être la déroute. TPS va perdre 200, 300 000 abonnés. J'ai encore lu dans le Capital le numéro de la semaine dernière, ce qui prouve la profondeur de leurs analyses, que ça avait été une déroute en abonnés. On a dû en perdre 4 000. Oui. Donc c'était neutre.
Ce qui finalement à rebours nous a fait dire, on avait peut-être dépensé 60 millions pour rien dans les années précédentes parce que le football nous a jamais été crédité. Et que les vrais amateurs de foot, ils apprenaient toujours l'offre de Canal, si vous voulez. Canal Satellite, le meilleur. Avec Foot Plus, vous pouvez suivre 6 matchs de D1. La victoire de Canal+ oblige ses adversaires à repenser leur stratégie. M6 et TF1, cette fois encore, n'étaient pas d'accord sur les volumes financiers qu'ils pouvaient engager. Ces désaccords rappellent que bien qu'associés dans TPS, M6 et TF1 se livrent par ailleurs une guerre brutale sur la télévision en clair. Sans téléphone, sans presse, sans radio et bien sûr, sans télévision, elle découvre pour la première fois ce qui va être leur maison. Le lancement de Love Story fait l'effet d'une bombe. M6 vient de faire une entrée magistrale dans la cour des grandes en étant la première à lancer en France un programme de télé-réalité. Le modèle du Loft, c'est Big Brother, une émission diffusée dans le monde entier. On connaît le principe, des gens de milieux, d'âge et de caractères très différents sont enfermés et filmés 24 heures sur 24. L'inventeur de Big Brother, c'est John de Mol, le patron hollandais de la société de production Endemol. Jusqu'à l'arrivée du Loft sur M6, il ne comprenait pas pourquoi la télévision française ne voulait pas d'une émission qu'il a vendue partout en Europe. Il ignorait que les grandes chaînes privées françaises avaient passé entre elles une sorte de pacte de non-agression. Nous pensions que Big Brother ne pouvait pas avoir sa place sur une grande chaîne comme TF1. Et donc, on en avait parlé avec nos amis de la 6 qui nous avaient dit mais nous non plus, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez, à partir du moment où le grand compétiteur n'en faisait pas, on pouvait se dire que pendant une certaine période, on retardait l'arrivée de la télé-réalité pour qu'il n'y ait pas de combat trop trash, si vous voulez, de ce point de vue-là, sur les antennes des télévisions en France, parce que le service public n'était pas prêt à en faire non plus. Donc c'était pas une fin en soi de faire de la télé-réalité. De toute façon, dites-vous bien une chose, si TF1 l'avait fait, c'était une catastrophe. On s'en serait pris de partout. De partout. Ce pacte portait-il sur Big Brother ou sur la télé-réalité en général? TF1 vient d'acheter les droits du programme américain Survivor, qui pour la France va devenir Koh-Lanta. Pour la première chaîne, ce programme n'est pas de la télé-réalité. Ce n'est pas du tout l'avis d'M6 qui considère que le pacte est rompu. Ceux qui ont décidé de faire de la télé-réalité en France, c'est TF1. TF1 a décidé en prenant les droits de Survivor. Alors il y a effectivement, on avait eu une discussion avec Wetel Moujotte dans laquelle on lui avait dit nous on est prêt à ne pas faire de télé-réalité. Il a dit très bien, et même d'aller au CSA le dire, mais pour autant, moi je me dis que vous abandonniez votre projet Survivor qu'ils avaient annoncé, donc ça s'est négocié en juillet, et ils l'avaient annoncé pour l'été suivant. En conséquence, en avril 2001, M6 lance le Loft. Il n'y a pas de trahison, il y a les gens vous disent on ne fera pas Big Brother, ils le font. Bon, pourquoi pas, hein. Vous savez, c'est pas la règle dans ce métier de s'entendre. La règle, c'est de se concurrencer. Donc, les paroles, les promesses, les propos n'engagent que ceux qui les entendent. Alexia Laroche-Joubert était la responsable du Loft chez Endemol France. Elle se souvient de la divine surprise qui a très vite boosté l'audience du Loft. Des ébats dans une piscine. Moi, l'affaire de la piscine, je me rappellerai toujours que j'étais devant les écrans en régie quand ça s'est passé. Et je regardais ça et je n'ai pas compris. Et le temps que je comprenne qu'ils étaient en train de sortir ensemble dans une piscine, que tout ça était diffusé sur Internet, en 24/24, et tout ça, j'ai eu un temps de latence. C'est-à-dire que c'était tellement... C'était limite trop tôt, quoi. On n'était pas préparé à vivre quelque chose comme ça aussitôt. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu plein de problèmes. Alors celui-là, c'était voilà, c'était exponentiel. Donc le temps de bloquer tout, j'ai eu un petit temps de latence. Ce qui a été très bien, parce qu'on fait compte, la fuite de toutes ces images-là a beaucoup servi le programme. Ça a lancé le programme. À TF1, on constate qu'avec l'audience, la publicité afflue vers M6. Le programme est de plus en plus regardé, il passe même en continu sur le canal 27 de TPS. Patrick Lelay réunit un conseil d'administration extraordinaire, au cours duquel il exige, mais en vain, que l'on cesse de retransmettre la vie du Loft 24 heures sur 24. Dans une lettre ouverte au monde, il déclare ne pas vouloir être responsable de la diffusion d'images pornographiques.
Dans ce fameux papier du Monde, on a un peu posé les limites de ce qu'on accepterait de faire ou de ne pas faire à TF1. Et par exemple, la caméra dans les douches, non. C'est pas le genre de la maison, et on l'a jamais fait, et on ne le fera jamais. Nous appliquons nos propres règles, que nous discutons, et puis il y a un moment donné où, effectivement, avec Patrick Lelay, et Patrick Lelay le premier dit, bah ça oui, et ça non. Voilà, je suis donc avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte, respectivement président et vice-président de TF2. TF1. Non, depuis une semaine, M6 s'est passé devant vous. Pourquoi, comment avez-vous pu vous faire doubler par M6 sur la télé poubelle? Ça, j'aurais jamais cru que ça pourrait arriver. On avait un accord avec eux. Pas de Big Brother en France, et nous, on devait les baiser en balançant Survivor cet été. Et ces petits cons nous ont doublés. Nous qui avions préparé le terrain pendant 15 ans, on a tout fait, du cul, du rire et du cul et du cul, des enfants malades et handicapés, la misère humaine, tout ça enrobé de cul, et on se fait doubler par 11 ados boutonneux qui baissent dans une piscine gonflable. Le succès du Loft est un coup dur pour TF1, mais Patrick Lelay analyse froidement l'impact relatif de ce programme sur les audiences d'M6. Avec le choix délibéré de créer la surprise, à cette époque-là, comme toujours d'ailleurs, M6 cherche à changer de statut. Parce que le raisonnement de la petite chaîne qui monte, il a forcément une limite. Parce que s'il continue à être petite chaîne à monter, il n'atteint jamais le grand statut. Et donc il y a un moment où il dit, il faut que je change de statut. Bon, mais voilà, moi j'ai pas apporté de jugement sur un concurrent. Bon, alors je ne vais pas dire si c'est bien et si c'est mal, s'il est réussi, s'il est réussi pas. Je dis simplement que la télévision, c'est un métier... c'est beaucoup moins qu'on ne croit un métier de coût. C'est un métier de coût au sens où ça coûte cher, mais c'est pas un métier de coût au sens COUP. C'est un métier, si vous voulez faire des coups, il faut les faire tous les jours. Parce qu'autrement, vous êtes très haut quelques semaines, et puis vous redescendez, et puis vous revenez au niveau où vous étiez avant. Si vous arriviez à avoir pendant un mois, tous les soirs, une Coupe du Monde de football, tous les soirs avec un match de Coupe du Monde, vous feriez un mois extraordinaire. Mais le lendemain de la fin, vous retomberiez où vous étiez avant. Donc ça sert à rien. Un coup peut-être, mais qui va suffisamment modifier l'image d'M6 pour qu'Endemol lui propose un contrat d'exclusivité. Apparemment, ils se sont mis d'accord, je pense. John de Mol est venu nous voir ici et nous a dit voilà, moi je vous propose de signer un contrat sur 5 ans qui vous donne l'exclusivité de mes programmes et puis l'exclusivité des programmes qui sont actuellement sur TF1 dès que les contrats seront finis, comme le Big Deal par exemple. Et je vous donne 48 heures pour réfléchir et après je vais les proposer à TF1. Nous ne voulions pas être Endemol dépendants parce que ça représentait un pourcentage beaucoup trop important du coût de nos programmes pour prendre le risque de mettre tous nos œufs dans le même panier. D'abord, on ne savait pas à l'époque ce que deviendrait la télé-réalité, est-ce qu'elle continuerait à fonctionner ou pas. Nous avons dit non, en sachant pertinemment qu'il y avait une probabilité très forte que ça soit signé, d'ailleurs ça a été signé 2 jours après, avec TF1. Plus assuré de sa puissance, plus riche, TF1 n'a pas peur de l'Endemol dépendance et saute sur l'occasion. On a pensé avec Patrick Lelay que signer un accord de longue durée avec une société internationale ayant accès à la fois à beaucoup de formats et ayant par ailleurs en son sein des talents créatifs et innovants, c'était le meilleur moyen d'assurer l'avenir de TF1 sur les 5 années à venir. Et je pense que ce qui s'est passé sur les 5 ans fait que nous n'avons pas été démentis. Cet accord était un bon accord, certes pour Endemol, mais aussi, bien sûr, et surtout pour TF1. Le contrat entre TF1 et Endemol est très élevé. Pour avoir l'exclusivité des programmes d'Endemol, TF1 paiera 83 millions d'euros par an pendant 5 ans, même si TF1 refuse de confirmer cette somme. Il y a une règle, si vous voulez, c'est que jamais, dans des contrats qui sont des contrats commerciaux entre 2 partenaires, jamais ces contrats ne sont mis sur la table. Ça fait partie du secret des affaires, tout à fait légitime. Bon, donc voilà. C'est comme ça qu'on travaille et c'est comme ça qu'on continuera à travailler. C'est la différence entre une chaîne privée et un service public. Où là, on a la transparence légitime dans le service public. National, M6 qui a dénombré 42 points communs entre la Star Academy et Love Story, attaque TF1 pour plagiat. La guerre continue. Au château de la Star Academy. Ce sont 8 filles et 8 garçons qui vont... La ressemblance de la Star Academy avec le Love ne me paraît pas fondée. Ce qui est vrai, c'est que c'était adapté d'un format qui s'appelle Star Maker
et qu'on pouvait dire qu'il y avait certaines correspondances ou des ressemblances. Mais nous avons bâti un format complètement original qui est la Star Academy. L'affaire va traîner en longueur puis finir dans les oubliettes juridiques de la guerre des télés. La bataille de la télé-réalité connaîtra même son affaire d'espionnage. En mars 2004, M6 porte plainte. Un employé d'entretien des studios aurait été chargé de filmer subrepticement le plateau où doit se tourner son nouveau programme, Les Colocataires. Les soupçons se portent sur Endemol. Les colocs, c'était juste un ersatz de Love Story. Je vois pas ce que j'aurais à apprendre à aller espionner un programme que nous-mêmes on a produit. C'est ridicule, quoi. Déjà, ça, on peut pas dire ça, ça n'a jamais été prouvé. On n'a jamais espionné les colocs, hein. Mais jamais, quoi. Encore une affaire qui ne sera jamais élucidée. Aujourd'hui, si les grandes batailles sont terminées, la télé-réalité représente toujours un enjeu majeur pour les deux grandes chaînes privées. En effet, chaque émission est aussi une marque avec son public, ses produits dérivés et bien sûr, ses bénéfices. Dans la guerre des télés, pas de répit. Après la bataille des programmes, une nouvelle bataille s'annonce avec la multiplication des chaînes. Pour faire la meilleure offre possible, les opérateurs doivent maintenant rassembler dans le même bouquet la plus grande diversité de chaînes thématiques. En août 2000, France 5 rejoint le groupe France Télévisions, qui compte désormais 3 chaînes hertziennes et une chaîne thématique, Festival. Bientôt RFO, la chaîne de l'Outre-mer, les rejoindra aussi. 5 chaînes, c'est déjà un bouquet. Marc Tessier, le nouveau président de France Télévisions, qui vient de vendre les 7% du capital que détenait encore le service public dans TPS, dispose de 80 millions d'euros pour lancer France Télévisions dans l'ère numérique avec la TNT. Dans la période où tout le monde pensait qu'elle ne verrait jamais le jour, moi-même je me posais des questions compte tenu de la somme des opposants au projet. J'ai toujours pensé que c'était pour la télévision publique la voie de sortie, si j'ose dire. La TNT, c'est le numérique pour tous. Au moins 36 chaînes, sans changer de téléviseur ni d'antenne, avec un simple décodeur. Ceux qui ne sont abonnés ni au câble ni au satellite pourront accéder à de nouvelles chaînes gratuites, payantes et locales. D'autres, comme les Britanniques, s'y sont déjà essayés. En France, on hésite. Marc Tessier a en sa possession un précieux rapport sur la TNT. Celui que Catherine Tasca, ministre de la Communication, a commandé à Gérard Emery, spécialiste du multimédia, et à Jean-Pierre Cottet, ancien directeur des programmes de France 3, puis de France 2. Je me souviens d'un dirigeant de chaîne disant « le rapport Cottet-Emery, c'est Quai des Brumes ». C'est dommage qu'il n'ait pas mieux lu parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a écrit des choses simples, on l'a écrit simplement, parce que c'était une question simple. À l'époque, le gouvernement nous avait demandé est-ce que oui ou non, nous devons aller vers la TNT, et nous a répondu au terme du dossier oui, vous deviez aller, oui, c'est incontournable, oui, c'est un mouvement technologique qu'il faudra que la France affronte, oui, ça va poser des problèmes économiques à l'ensemble du marché, mais l'extinction de l'analogique se produira, il faut s'y préparer. Pour la télévision publique, c'est l'occasion ou jamais de reprendre la main dans une guerre qui l'a peu à peu marginalisée. Dans ce combat, elle va recevoir l'appui de 2 alliés de poids, les 2 présidents successifs du CSA. Je suis l'initiateur, avec les membres du CSA, bien sûr, mes collègues, mes 8 autres collègues, de la TNT. Et M. Baudis, mon successeur, a compris tout à fait l'importance de la TNT et a su prendre des initiatives pour la développer. Avant d'être ici, je siégeais au Parlement et on a voté, dans l'année qui précédait ma nomination au CSA, la loi qui était proposée par Catherine Tasca pour la télévision numérique terrestre. Donc je connaissais bien ce projet et je mesurais l'importance de ce projet pour l'immense majorité de nos concitoyens. C'est un projet de justice. Toutes les chaînes nouvelles qui se créaient, elles se créaient dans l'univers du payant. L'offre de télévision gratuite n'avait pas bougé depuis plus de 15 ans. Et je pensais qu'effectivement, il était temps de permettre à cette grande majorité de téléspectateurs de bénéficier d'une offre élargie. Les années 90 ont été celles du développement spectaculaire de la télévision payante sur le câble, sur le satellite, maintenant aussi sur la DSL. Il fallait aussi élargir l'offre de télévision gratuite. C'est ce que nous avons fait avec la TNT. Le projet ne fait pas l'unanimité. Les grandes chaînes commerciales craignent pour leurs recettes publicitaires et redoutent la TNT. TF1, en particulier, s'y oppose fermement.
La question qu'il faut se poser, c'est donc de savoir si la France a besoin de ce réseau supplémentaire. Il n'y a pas d'équivoque, la réponse est non. Quand on dit on va donner beaucoup de fréquences à vos concurrents et peu à vous, vous n'êtes pas d'un enthousiasme débordant. Comment voulez-vous que vous réagissiez positivement à quelque chose dont on vous dit c'est le moyen qu'on vous fasse plus de concurrence? Et le thème c'était le 1789 de la télévision. Saint-Barthélemy de la télé, ça suffit maintenant, etc. Franchement, je comprends la crainte, l'angoisse des grandes chaînes du secteur. Et lorsque nous avons fait ce rapport, nous avons mis en garde le gouvernement sur le risque d'émiettement qu'il y avait de l'économie de l'audiovisuel. Si on fait plus de chaînes, ça veut dire qu'on s'adresse on va avoir des publics de plus en plus émiettés par nature. Là où il y avait 6 chaînes, il va y en avoir 30. Donc là où il y avait un 6e du public, on va avoir un 30e. Et donc si vous avez un 30e du public, vous aurez un 30e des ressources économiques. Certains ont mené un combat d'arrière-garde en disant mais ça va nous gêner sur nos plates-bandes. Donc le problème en France, c'est le manque d'anticipation et puis le manque de vision à long terme. Certains opérateurs ou certains acteurs dans le domaine de l'audiovisuel essayaient de retarder l'avènement de la TNT. J'ai au contraire travaillé avec les membres du CSA et les services du CSA pour accélérer le mouvement. Le processus est irréversible malgré l'opposition des chaînes privées. En 2000, la loi fixe le cadre juridique de la TNT. Ce n'est qu'en 2002 que le CSA lance enfin un appel à candidature. Il auditionnera une 60aine de candidats pour les 30 chaînes prévues. Les patrons de l'audiovisuel français défilent pour passer l'épreuve du grand oral devant le CSA. Selon leur performance, ils décrocheront ou non un canal de la future télévision numérique terrestre. TF1 ne propose qu'une seule nouvelle chaîne, la protégée de Patrick Lelay, TV Braise, la chaîne bretonne qui émet de Lorient sur TPS depuis septembre 2000. Patrick Lelay la présente comme une chaîne thématique nationale. Évidemment, TF1 souhaitait que TV Braise soit retenu, comme tous les candidats souhaitaient que leur dossier soit retenu. On ne pouvait pas les retenir tous. On a présenté 3 fois la candidature de TV Braise. 3 fois, on s'est fait éliminer. En tant que Breton, on est habitué à quand même être effectivement maltraité par le gouvernement jacobin. Je le dis avec beaucoup de détermination. 3 fois, ça fait quand même beaucoup. Bon. Je savais très bien que je n'aurais aucune chance d'obtenir un agrément TNT pour une chaîne bretonne. C'est clair. Patrick Lelay n'a pas dit son dernier mot. La loi anti-concentration n'autorise pas un groupe à contrôler plus de 5 chaînes. Or, Canal+ et son allié le groupe Lagardère en contrôlent déjà 7. À la demande de TF1, le Conseil d'État annule les autorisations. Le CSA doit lancer un nouvel appel d'offres. Encore du temps perdu pour la TNT. Encore du temps gagné pour TF1. Mais ce seront les derniers retards. En mars 2005, la TNT est enfin lancée, le scepticisme est quasi général, et pourtant, c'est très vite un succès. La TNT pour télévision numérique terrestre. 33 chaînes supplémentaires, plus de la moitié gratuites. En 2002, 2003, 2004, j'entendais, je lisais que c'était dépassé, que ça ne marcherait pas, que les Français ne s'y intéresseraient pas, que ce serait un échec. Et finalement, ça marche. Ça marche parce que ça correspondait à une attente d'un très large public. Le jour où vous offrez 13 chaînes ou 15 chaînes gratuites pour rien, gratuitement, à des gens qui en ont 5 ou 6, la probabilité n'est pas assez forte, que sauf si l'appareil coûte trop cher, ils s'équipent massivement. C'est une évidence, c'est ce qui s'est passé. Avec la TNT, la télévision publique se retrouve en position de force pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, Patrice Duhamel, directeur général chargé des antennes et du développement de France Télévisions, revendique nettement une stratégie de bouquet de chaînes. On est dans une logique de renforcement du groupe, à la fois sur le plan éditorial, si possible sur le plan financier, et clairement et certainement sur le plan de l'existence du groupe en tant que tel, c'est-à-dire l'addition de toutes les chaînes. La stratégie de ce point de vue-là, elle est parfaitement claire. On veut que, en 2010-2011, au moment du basculement au tout numérique, France Télévisions, ce soit le premier bouquet numérique gratuit. Nous, sur la TNT, on veut être le premier bouquet. Voilà. Alors on aura France 2, France 3, France 4, France 5, RFO,
peut-être une autre chaîne. On voit que les concurrents, que ce soit TF1 ou d'autres, cherchent à construire également des groupes à plusieurs chaînes. Est-ce qu'ils appelleront ça un bouquet? Est-ce que les observateurs appelleront ça un bouquet? On verra dans les années qui viennent. Du côté d'M6, changement de cap. Après avoir tenté de freiner la TNT, on met les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Maintenant, la TNT est distribuée, elle s'est faite, nous y avons participé. Nous souhaitons qu'elle aille vite. Nous voulons d'ailleurs développer le réseau numérique plus vite qu'un certain nombre de nouveaux entrants. Et nous avons, nous, en ce qui nous concerne, une chaîne W9 gratuite que nous voulons renforcer, et un certain nombre d'autres chaînes comme Paris Première, avec des fenêtres ouvertes, sur lesquelles, là aussi, nous voulons investir. Donc nous sommes résolument combatifs sur la TNT. On aurait simplement pu gagner un peu de temps en disant la TNT, faisons que ce soit les opérateurs historiques qui la développent d'abord. Seule nouveauté de TF1 sur la TNT, quelques chaînes payantes de TPS. Fidèle à son personnage, Patrick Lelay relativise sa bataille perdue. Rira bien qui rira le dernier. Le marché de la pub de 1987 à 2006, il n'a pas explosé. Il a eu une croissance modérée. Presque en franc constant, il est resté le même. Et même, disons qu'il a eu une croissance de 10% en volume. Pas beaucoup. Et vous croyez qu'avec une croissance comme ça, on va faire vivre 18 chaînes en clair? Il n'y a pas l'argent. Donc aujourd'hui, elles sont toutes en perte. Donc il y aura une remise à plat de tout ça. Forcément, parce qu'économiquement, c'est pas viable. Et puis d'autre part, la TNT, c'est pas le moyen miracle de distribuer la télévision à tous les Français. Le satellite, ça vous permet d'avoir une infinité de chaînes. Le numérique, ça vous permet d'en avoir 18, qui seront de toute façon pas viables. Et même, il n'y a pas 100 chaînes de viables non plus. Et puis, il y a surtout la distribution de la télévision par la voie Internet. Et à terme, c'est elle qui gagnera. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment ou un autre, la quasi-totalité de tous les foyers français auront Internet. Donc à ce moment-là, les cartes seront rebrassées et on retrouvera la place naturelle. On observe que la consommation de télévision n'a jamais été aussi importante. Alors certes, elle se consomme en même temps sur d'autres supports. Il y a l'obligation pour les groupes ou pour les chaînes, et pour notre groupe en particulier, d'aller investir sur les nouveaux supports et dans les nouvelles technologies pour pouvoir continuer à rassembler au-delà de la seule consommation sur son écran traditionnel. De ce point de vue-là, on rentre dans un certain changement d'époque, ça c'est clair. La télévision publique s'est organisée pour faire face à ses concurrents du privé. Mais la guerre n'est pas finie. C'est désormais le succès de l'innovation technologique qui fixe le calendrier des prochaines batailles: télé gratuite, télé payante, RDI analogique et TNT, Internet, ADSL et téléphone mobile. Désormais, il va falloir se battre sur tous les fronts à la fois. Les nouveaux entrants viennent d'un autre univers que celui de la télévision. Ils disposent de moyens considérables. Ce sont les opérateurs de télécom. À France Télécom, Patricia Langrand pilote les nouveaux développements télé. Son travail, distribuer les chaînes, les adapter au téléphone mobile, créer des télévisions événementielles spécifiques pour Internet et le téléphone, faire de la vidéo à la demande. La télévision de demain, elle sera ni toute fixe, ni toute mobile. Quand on a lancé la télévision sur mobile, certains me disaient, mais alors, et je vois des fois des articles qui disent la télé mobile va tuer la télé fixe. Enfin, c'est totalement débile, puisque la télé fixe, elle va devenir haute définition, grand écran, enfin, on va vivre les événements pleinement comme on vivra jamais ça sur un mobile. Donc il y aura toutes les télévisions qui vont coexister, qui vont offrir une expérience de plus en plus riche aux téléspectateurs. Avec 24/24 vidéos, les nouveautés cinéma sont disponibles à la demande. Les opérateurs de télécom joueront un rôle essentiel dans la distribution de la télévision numérique mobile de demain. Et il faudra qu'ils trouvent des accords avec les chaînes pour arriver à fournir le meilleur service au client final. Donc je dirais que là encore, on ne sera pas concurrent des chaînes, on sera complémentaire pour le meilleur service au client final. Complémentaire, sans doute, mais pas sûr que les opérateurs télécoms en restent là. Il se pourrait bien que, tôt ou tard, ils prennent part à la guerre des télés grâce à leur force de frappe financière.
Devant cette menace, TPS et Canal+ ont compris qu'ils devaient faire la paix et s'allier. Fin 2006, les deux bouquets satellites annoncent leur fusion. L'élément déclenchant chez Patrick Lelay, c'est sa perception de l'environnement du marché. Une concurrence beaucoup plus forte également sur son métier de base, la télévision gratuite, mais aussi les nouveaux entrants qui allaient nous prendre des parts de marché, que ce soit dans le gratuit ou dans le payant. Les nouveaux entrants, c'est-à-dire les opérateurs télécoms ou les fournisseurs d'accès Internet. Il était inéluctable que les deux entreprises de télévision payante se rapprochent. La fusion de Canal+ et de TPS est le dénouement d'une guerre de 10 ans. Elle coïncide avec le départ des dirigeants historiques de TF1. Avec les nouveaux modes de diffusion, un autre genre de guerre des télés va bientôt commencer.